Oser diriger autrement, c'est le podcast du CJD pour les dirigeants et les dirigeantes qui veulent progresser dans un métier qu'on apprend trop souvent seul. Si vous dirigez une entreprise ou une équipe, on vous a sûrement appris les mêmes recettes qu'à tout le monde. Aller plus vite, être plus efficace, optimiser, grossir, faire plus avec moins. Bref, viser la performance. Et soyons clairs, ça a souvent marché. Mais aujourd'hui, quelque chose coince. On demande aux équipes d'encaisser toujours plus, aux entreprises de s'adapter à des crises qui arrivent de plus en plus souvent. Et à force, ça craque. Ce qui rendait l'entreprise performante hier risque de la rendre fragile demain. Alors cette saison pose une question qui pique un peu. Et si, pour mieux diriger, il fallait commencer par réapprendre et réinventer ? Réapprendre la stratégie, la coopération, le management, réinventer les tableaux de bord, le recrutement, l'innovation. Bienvenue dans cette première saison d'Oser diriger autrement. Une saison pour apprendre à construire des entreprises robustes, celles qui tiennent quand les recettes d'hier ne marchent plus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Rachel Kiakara, membre du Centre des jeunes dirigeants et plus particulièrement engagée sur la section de Poitiers-Châtellerault. Je suis également dans la vie dirigeante d'une entreprise de formation, un organisme de formation qui fait de la formation auprès des salariés dans le domaine de la santé qui s'appelle Sauf Performance. Et depuis plusieurs mois, j'ai travaillé avec un collectif de dirigeants sur les questions de transformation. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui est en crise perpétuelle, des crises sanitaires, des ruptures géopolitiques, des bouleversements climatiques. Et ça devient plus une exception, c'est plutôt la norme aujourd'hui. Donc on a voulu se questionner ensemble sur comment on avance dans ce monde qui est fluctuant. Donc on a réfléchi, on a questionné, on a creusé. On est allé chercher ce qui existait déjà et puis on a inventé aussi de nouveaux outils, des outils pour se repérer, des formations aussi pour comprendre un petit peu mieux, même une commission de travail. Et puis moi, mon ambition aujourd'hui, c'était de faire savoir tout ça. Je suis vraiment animée par le côté transmettre, mais surtout partager et creuser tous ensemble, parce que ces questions, si ce collectif se les a posées, c'est que beaucoup de personnes se les posent. Et donc ça, c'est toute la genèse de ce podcast, Oser diriger autrement. Aujourd'hui, on va explorer une question volontairement provocante, ou en tout cas qui va un petit peu gratter, c'est croître. Est-ce que aujourd'hui, on construit quelque chose qui dure, ou est-ce que j'optimise plutôt une machine qui va être ultra performante là, maintenant, à l'instant T? Donc voilà, aujourd'hui, on s'attaque à la question qui va être croître ou durer. Faut-il vraiment choisir? Et pour ça, j'ai deux invités aujourd'hui. Je suis avec Isabelle et Graphie. Donc Isabelle Cussac, bonjour. Bonjour. Isabelle, tu es la fondatrice de l'Académie de la robustesse. Tu accompagnes des dirigeants sur cette question de robustesse et tu as orienté tes travaux sur la pérennité des entreprises. Et à ce titre-là, tu as étudié notamment les PME familiales. Tout à fait. Ces PME, en fait, qui cultivent naturellement, et puis parfois sans se rendre compte déjà, une certaine idée de la robustesse. Tu as écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « La robustesse des PME familiales ». Et aujourd'hui, on va essayer d'aller creuser toutes ces questions avec toi. Et puis, on reçoit aussi Graphie. Graphie, excuse-moi, je vais peut-être écorcher ton nom de famille. Ratama. C'est très bien. Super. Et Graphie, toi, tu es la créatrice, la fondatrice de PNY, qui est donc une chaîne de restauration, une quinzaine de restaurants sur la France, à Paris et en région. Oui. Depuis un peu plus de 10 ans, c'est ça. Super. J'ai lu qu'on pouvait te qualifier comme la reine de la bouffe vertueuse. Ah bon? Et puis, j'ai aussi entendu que François-Régis Gaudry avait qualifié ce que vous faites comme les meilleurs burgers de Paris. Ça, c'est vrai. Donc c'est ça qu'on va explorer, mais surtout, ce qui m'avait interpellée, c'est que j'ai cru comprendre que vous aviez la volonté de créer la meilleure expérience dans l'assiette, mais aussi au niveau de vos équipes, au niveau de votre staff, dans l'expérience client d'une manière globale quand ils rentrent dans vos restaurants, et puis surtout en termes d'impact. Donc c'est tout ça qu'on va aller creuser ensemble. Est-ce que au niveau des descriptions, on est pas mal? On est pas mal.
Bon, super. Donc, dans cet épisode-là, on va donc orienter sur cette question croître ou durer, faut-il vraiment choisir ? Et donc, on va parler de performance ou de pérennité ou peut-être des deux. Donc, pour structurer un petit peu cet épisode, moi, j'avais envie qu'on parle de marge de manœuvre, peut-être de sous-optimalité. On va voir comment on appelle tout ça. On va creuser ensemble. De parler de coopération ou de relation dans le long terme. Et puis également de lenteur, en fait, de réinventer sa posture ou de réfléchir à sa posture par rapport au temps, par rapport à cette notion de performance à court terme et de durée dans le temps long. Voilà. Et avant de commencer tout ça, je voulais vous poser la question signature de ce podcast, parce qu'on en a une. C'est, pour vous, c'est quoi diriger autrement ? Et puis on va commencer avec toi, Graphie, si tu veux bien. Allez, je prends. Alors, je ne sais pas si c'est diriger autrement, en tout cas, c'est la mienne. C'est de créer une entreprise dont je suis fière. Et quand je dis fière, c'est fière intrinsèquement, c'est-à-dire moi avec moi-même et pas forcément d'un point de vue extérieur. C'est vraiment genre être chaque jour contente au sens premier du terme de ce que je fais, de ce que je crée pour moi et les équipes. En vrai, moi je suis très proche de la team, donc il y a vraiment cette idée d'essayer de créer les plus belles journées possibles parce que je crois que la vie est hyper courte. Et donc ça vaut le coup d'avoir ça à cœur au jour le jour sans attendre un éventuel exit à la fin, quoi. Ok. Et pour toi, Isabelle, c'est quoi diriger autrement ? Alors, pour moi, diriger autrement, c'est quitter la posture de décideur, qui est celle que le monde de la performance nous a assignée, celle du leader qui doit tout savoir, tout le temps, tout seul, très fort, qui dit « je sais où je vais, suivez-moi », et qui, dans sa tour d'ivoire, affronte ses doutes, ses peurs, et qui, parfois, peut perdre de vue ses impacts et l'ensemble de l'écosystème qui l'entoure. Pour prendre cette posture de dirigeant robuste, qui est celle d'un dirigeant facilitateur, bâtisseur, qui en fait n'impose pas son leadership, mais se le voit attribuer parce qu'il est capable de dire « voilà où j'ai envie d'aller et montrez-moi comment on peut y aller ensemble ». Et ça implique vraiment une gouvernance d'entreprise différente. Ok. Eh ben, c'est une super entrée en matière sur les sujets qu'on va explorer aujourd'hui. J'ai commencé avec toi, Isabelle, parce que donc tu parles d'un déplacement fondamental, donc arrêter d'optimiser à court terme pour construire des entreprises robustes dans la durée. Et concrètement, pour un dirigeant, dans son quotidien, dans sa prise de décision, ça veut dire quoi ? Alors, je dirais que ce que ça implique, dans un premier temps, c'est juste d'admettre un fait. Le fait à admettre, c'est que les conditions d'exercice d'une gouvernance performance à tout crin n'existent plus. Il y a 2 conditions pour la performance à tout crin. 1, c'est la stabilité. La stabilité, un monde en paix, prévisible, etc. Et 2, c'est l'abondance des ressources. Je crois qu'on peut tous, objectivement, et toutes, se dire que ces 2 conditions-là, elles sont durablement plus réunies. Donc, pour un dirigeant qui, entre guillemets, s'entête, c'est tous les jours lutter. Lutter contre des fluctuations, des événements qui vont lui arriver dessus, qu'il n'aura pas vu venir, qu'il n'aura pas anticipé, et qui vont l'amener à s'épuiser. Dans ce contexte-là, on ne peut plus manager à court terme. On est obligé de regarder ses fondamentaux et de se dire « Ok, comment je fais pour durer ? Comment je fais pour manager avec l'incertitude et pas contre l'incertitude ?» Et ça nous fait gagner en sérénité. Mais pas que nous, nos équipes aussi, pour reprendre ce que disait Graphie à l'instant. C'est tout notre écosystème qui descend en pression quand il sait qu'il est guidé par des gens qui ont cette conscience-là. Conscience du monde dans lequel on vit, abandon de notre besoin de contrôle absolu, cette espèce de rêve qu'on nous a fait miroiter depuis le début du néolithique, où on nous a dit « l'homme maîtrise la nature, il va en faire ce qu'il veut ». Oui, tellement bien qu'aujourd'hui, c'est elle qui fait ce qu'elle veut de l'homme. Voilà. Et quoi qu'on en dise, la nature, elle durera, même si nous ne dirons pas. Donc, dans ce contexte-là,
tu posais la question, est-ce qu'il faut choisir ? Moi, je dirais que c'est une évidence. Mais l'avantage, c'est que ça vient chercher nos racines presque animales. On est fait pour durer. Et nous, les femmes, en plus, on est faites pour se reproduire. Donc, l'idée de durer, c'est quelque chose qu'on a naturellement en nous. Simplement, ça nous invite à réfléchir autrement. Ça nous invite à peut-être différer le moment de la performance. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, adopter la robustesse, ça n'est pas renoncer à la performance. C'est simplement se dire que la robustesse est la condition préalable à la performance. Ok. Graphie, quand tu entends ça, du coup, est-ce que ça résonne de... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ah, ça résonne totalement et ça fait du bien parce que j'ai l'impression que tu mets les mots sur quelque chose que j'essaye d'expliquer sans en avoir les mots. Donc, merci pour ça. De rien. Il faut savoir que moi, je viens d'une... Enfin, j'ai fait une école de commerce et autour de moi, j'ai grandi dans cette idée... voilà, de cette performance comme tu décris, qui est la croissance à tout prix, essayer de faire le truc le plus gros possible, lever des fonds, aller super vite. Dans mon cas, donc essayer d'ouvrir le plus de restaurants possible. Enfin, il y avait vraiment cette histoire de à la fois de vitesse et en fait, il y a un moment où on s'est dit avec mon associé, mais en fait, vitesse, ok, mais jusqu'où et pourquoi, quoi. Et en fait, ce moment où ça nous est arrivé, où ça a été assez clair, c'est quand on a eu l'impression d'avoir besoin de dégrader le modèle qui a fait qu'on réussissait pour dupliquer. Et là, on s'est dit, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'aller dupliquer un modèle dégradé ? Et souvent, aujourd'hui, quand les gens vont dans des restaurants de chaîne, ils sont un peu déçus parce qu'ils se disent « Ah, c'est une chaîne ». Mais en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils sont dans un lieu qui a été suroptimisé, qui a été beaucoup trop pensé. On a calculé le nombre de personnes exactes qu'il fallait, le food cost, on a enlevé les 3 olives qui faisaient la différence. Et arriver dans un univers suroptimisé, je pense que quand on est un être humain, on le sent qu'on n'est plus dans un lieu d'hospitalité. Alors que nous, on s'est lancé dans la restauration justement pour faire de l'hospitalité, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime s'occuper des gens, et pas du tout pour avoir plein de restaurants dans le monde entier. Ok. Et la bascule, elle s'est faite à quel moment et comment vous avez pris la décision de se dire, là, on change ? Alors, moi, je me souviens parfaitement du moment où il y a eu... parce qu'il y a vraiment eu un moment de bascule. J'ai pris le TGV pour aller à Angers pour signer un spot. Et donc, le spot, très bien, on allait le signer. Je reprends mon train en sens inverse. Et dans le train du retour, il y a un truc qui m'est tombé dessus en mode « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Enfin... Mais pourquoi ? Quel est l'intérêt d'aller ouvrir un restaurant à Angers ? Parce que, pour que vous ayez le contexte, le restaurant à Angers, il était bien, mais c'était pas exactement ce qu'on voulait, et donc on n'aurait pas pu faire la déco qu'on voulait. Enfin, et donc, je faisais déjà des compromis, alors que même on n'avait même pas encore commencé à ouvrir. Et je suis rentrée et j'ai dit à Rudy, donc mon associé, j'ai dit, mais pourquoi on fait ça ? Et en fait, on s'est rejoints, on a réalisé que ça nous échappait. Ok. Voilà. Ok. Je vois que tu réagis beaucoup, Isabelle. Ça te fait penser à pas mal de choses dans les dirigeants que tu rencontres. Oui, ça me fait penser à beaucoup de choses. En fait, déjà, ce que tu incarnes, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, tout ça, on le sait. En réalité, on le sait. Simplement, on a été élevés, éduqués. J'ai fait une école de commerce aussi. Voilà. Team élevé à la performance. On nous a dit, il faut faire comme ça. Et donc, dès lors que tu en sors, tu as l'impression d'être la mauvaise élève de la classe. Ouais. Sauf que pour durer, on est obligé de revenir à une question essentielle, c'est sa raison d'être. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand je suis devant des dirigeants, le jour où vous avez décidé de monter votre boîte, vous vous êtes pas levé le matin en vous disant « Cool, je vais monter une boîte, je vais être performant ». Non. À aucun moment vous vous êtes dit ça. Je veux dire, c'est pas du tout comme ça qu'on monte sa boîte, quoi. On monte sa boîte parce qu'on a une générosité intérieure. On a une créativité, on a une innovation, on a une envie, on a envie de confronter une idée, une proposition à une demande. Et puis, on a envie que ça crée quelque chose de plus grand
chez la personne qu'on va servir. Une expérience culinaire, une expérience d'hospitalité, un moment en famille, etc. Donc, revenir à la raison d'être, c'est se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Et ça, c'est un point qui, pour moi, est central dans la visée robuste. C'est dès lors qu'on se pose la question de ce qu'on veut laisser derrière soi, automatiquement, on prend nos décisions du présent à l'aune de notre futur. Et donc aujourd'hui, ce que tu décris, c'est moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est une expérience culinaire, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être de mes collaborateurs, c'est un savoir-être ensemble de mes collaborateurs, c'est une idée de ce qu'est pour moi et pour mon associé l'hospitalité. Et donc, je ne fais pas de compromis avec ça. Je vais faire des compromis ailleurs. Et aujourd'hui, les compromis qu'on fait pour être plus performants, c'est justement, tu parlais de marge de manœuvre, de se priver de toutes nos marges de manœuvre. Aujourd'hui, si demain c'est la crise, Graphy, elle a des marges de manœuvre parce qu'elle n'a pas fait ces compromis-là. Et donc, ils sont encore possibles, temporairement. Il y a une image que j'aime beaucoup prendre qui est celle de la famille Barbapapa. Vous connaissez le dessin animé ? On voit ça. Pour moi, un dirigeant robuste, c'est ça. Okay, c'est un dirigeant qui est capable d'être très bien assis, c'est-à-dire jusqu'aux hanches, il est bien, quoi, parce que les marges de manœuvre sont là, parce que les collaborateurs ont compris qu'il n'est pas à la minute, à la semaine, voilà, qu'il a cette capacité de recul, parce qu'il y a de la confiance aussi, parce qu'il y a des réserves, parce qu'on a fait des stocks, parce qu'on n'est pas dépendant d'une rupture extérieure à tout moment. Mais il a la capacité, non pas d'adaptation, mais d'adaptabilité. Il a musclé ce muscle-là, il l'a entraîné. Et donc, oui, temporairement, il se passe quelque chose qui fait que, je sais pas, il y a des travaux à un endroit, tu es capable de reprendre ton personnel et l'amener ailleurs, peut-être se former pendant ce temps-là, etc. Mais ces marges de manœuvre, elles sont là. Et donc, l'ensemble du système se met au service de la robustesse dans la fluctuation. Alors qu'une entreprise qui est privée de ses marges de manœuvre, en réalité, le jour où la fluctuation arrive, elle tombe. Ok. Et du coup, parce que c'était le point suivant, donc c'est parfait, l'enchaînement est parfait. Mais moi, mon interrogation, c'est comment on fait quand on est dirigeant vraiment pour se dire on va mettre en place ces marges de manœuvre. C'est quoi ? Alors c'est certainement de la trésor pour se dire s'il y a un pépin, c'est bon, je vais pouvoir gérer pendant plusieurs mois, mais après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Parce que, se dire, finalement, je vais faire des choses qui vont être sous-optimales. Et en ce moment, c'est un petit peu dur de se dire ça. On est clair que c'est une décision. Et c'est aussi très clair que la robustesse, ça coûte plus cher à court terme. C'est une certitude. Maintenant, les fluctuations n'ont pas les mêmes effets. C'est-à-dire que je pense notamment à des gens que j'ai rencontrés dans le domaine viticole, un viticulteur qui, le jour où il est passé au bio, il s'est fait très mal voir de l'ensemble de la corporation qui était autour parce qu'il avait été en conventionnel pendant très longtemps. Mais si on regarde en dynamique et pas en photographique, le monde photographique, c'est le monde de la performance, le monde de la robustesse, c'est le monde du dynamique, donc regarde dans le temps. Et bien finalement, lui, les fluctuations lui ont fait faire ça. Les autres, les fluctuations leur ont fait faire ça. Et donc, ils arrivent peut-être au même niveau à l'arrivée, mais il y en a qui sont plus épuisés que les autres. On est d'accord. Donc, moi, je dis toujours, il faut commencer par ce qu'on fait déjà bien. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage que tu mentionnais, La robustesse des PME familiales, si pratique pour durer et transmettre. C'est que finalement, quand on est une entreprise qui a la transmission pour horizon, et j'insiste sur le fait que elles n'ont pas l'obligation, ces entreprises, d'être déjà familiales. Oui. Avoir la transmission pour horizon, c'est déjà visé. Donc, j'appelle ça des entreprises à visée familiale. Okay. Eh bien, ces entreprises, en fait, elles ont déjà 6 grandes pratiques qui sont déjà de la robustesse, à des niveaux différents. Mais le fait de viser le temps long, le fait de considérer que la pérennité est plus importante que la performance, que cultiver des marges de manœuvre, c'est la garantie de cette pérennité, que la diversité relationnelle, l'hétérogénéité, voire même l'incohérence d'un certain nombre de processus est au service de l'innovation et justement de cette pérennité d'entreprise. L'ancrage territorial, je suis sûre que tu développes un ancrage territorial à chaque endroit où se trouve l'entreprise. Et puis, cet engagement qu'il y a derrière la marque, et cette capacité à adapter sa gouvernance en fonction de ce qui arrive, tout ça,
la plupart des entreprises ont déjà des germes de robustesse. Donc, on s'appuie sur ce qu'on fait de déjà bien, on le révèle, et comme tu disais, la plupart du temps, chez ces entreprises, c'est ce que j'appelle de la robustesse latente. Tout ce qui est latent, tout ce qui n'est pas nommé, on peut toujours le regarder avec les lunettes de la performance. Et ça va être ce qu'on appelle des inefficiences. Tel restaurant qu'on continue de garder alors même qu'il est moins performant que les autres, sur le papier. Mais peut-être qu'à l'intérieur, il y a d'autres choses qui se passent. Peut-être que c'est l'endroit dans lequel tu formes tes futurs collaborateurs. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se construire à côté. Peut-être. Peut-être que c'est là que l'âme se sent le plus. Peut-être que les plus anciens sont là. Voilà. Il y a de la marge de manœuvre à cet endroit-là. Donc, on les regarde avec un regard qui est celui de l'inefficience, alors qu'en fait, c'est potentiellement du déjà la robuste. Quand on met de la conscience dessus, ça devient quelque chose qu'on peut délibérément intégrer dans sa gouvernance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas robustables. Ok. Dire, tu es dans un monde qui est déjà hyper compétitif, tous tes produits sont importés de Chine. Enfin voilà, il y a plein de sujets sur lesquels, stop, arrêtons de penser que c'est possible. En revanche, c'est l'occasion de regarder quelles sont les compétences singulières que l'entreprise a développées et qu'elle peut mettre au service d'un pilote de robustesse. Parce que finalement, regarder le cœur du réacteur, c'est souvent pas le bon endroit. C'est la marge qu'il faut aller regarder. Parce que la marge, sur les côtés, hein. Exactement. Parce que la marge, c'est souvent ce qui demain sera au centre. Il faut bien comprendre ça. Donc, quand on est dans une activité pas robustable, on crée un pilote. On y met tous les ingrédients de la robustesse et puis on travaille par l'exemple. On y met de l'argent, évidemment. Je disais, ça coûte de l'argent, la robustesse. À court terme. Voilà, à court terme. Et puis, par l'exemple, on convainc aussi les collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que le dirigeant qu'il faut transformer. Imaginez un acheteur à qui, toute sa vie, on a dit ta valeur, ton estime de toi, elle est définie au regard de combien tu as réussi à gratter sur les fournisseurs et il faut que tu en aies un mondial, etc., etc. Et demain, on lui dit, alors non, parce que la robustesse, c'est la richesse des interactions, c'est la variété des liens. Donc maintenant, on n'en a plus un, on en a 10, tes fournisseurs. Et puis, il ne faut pas complètement les assassiner, il faut travailler de la réciprocité. Il y a de quoi voilà, tous ces repères, quoi. Voilà, ça fait trop de choses à gérer là. Donc, l'exemple, c'est hyper important avec le pilote. Et puis moi, il y a un modèle que j'aime bien utiliser, qui est le modèle des 3 horizons, que je trouve très clair. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 3 horizons ? Le modèle des 3 horizons, il implique qu'on regarde son modèle économique et on se dit, OK, si j'ai 2 axes, un axe, on va dire, chiffre d'affaires, puisqu'on parle toujours en chiffre d'affaires, étant, mais finalement, mon activité principale actuelle, elle va faire ça, je le sais. Pour plein de raisons. Parce que la ressource principale que j'utilise, aujourd'hui, elle paraît abondante, mais demain, elle ne le sera pas. Les prix vont augmenter, ou alors la compétence va disparaître, je vais être remplacée par l'IA, enfin voilà. Tout un tas de facteurs exogènes, maturité du marché, tout simplement. Et donc, ça va faire ça. Bon, je sais que mon activité robuste de demain, celle qui va assurer ma pérennité, il faut que je démarre tout de suite. Mais bon, ça va mettre du temps. Donc, ça va faire ça. Au milieu, les courbes se croisent à un niveau de chiffre d'affaires qui est pas très haut. Donc, déjà, d'une part, c'est là que les marges de manœuvre de la robustesse vont servir. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de marge de manœuvre à cet endroit-là, l'offre robuste, elle ne va pas fonctionner. Mais surtout, ça permet d'imaginer quel est le deuxième horizon. C'est-à-dire qu'on a vu le 1 et le 3. Le deuxième horizon qui va venir faire l'intermédiaire. Okay. Et donc, c'est aussi ça. Se dire que viser la robustesse, c'est un processus hyper itératif dans lequel on commet des erreurs et c'est OK. Les erreurs, c'est quelque chose qui fait tellement avancer le vivant. C'est combien de découvertes on a fait grâce aux erreurs. Ouais, c'est ça. C'est fou. Donc, ce deuxième horizon, c'est de la créativité, de l'imagination, et c'est là qu'on rentre en ligne de compte la coopération. Et c'est ce qui permet de passer le cap jusqu'au moment où ce troisième horizon peut être atteignable. Donc voilà, pour y aller, pour moi, c'est ça. Ouais, mais il faut viser le temps long, se projeter. Il faut viser le temps long, c'est ça. Voilà. Et alors du coup, là, il y a eu tellement de choses. J'aimerais, avant de parler de la coopération, du coup, je voulais te demander, Graphie, toi, cette notion de robustesse, est-ce que c'est quelque chose qui, consciemment, vous vous êtes dit, on va être plus robuste ? Non. Passé comment ? Non, clairement, on l'a pas conscientisé comme ça. On l'a capté après coup, en lisant la littérature, etc., qu'on était en train de faire ça, notamment aussi, parce que comme tu dis, on est dans un marché qui s'y fait 1% de croissance par an, c'est bien le bout du bout. Donc, on n'est plus dans les années folles où il y avait tout à conquérir, tout était stable, voilà. En fait, on s'en est rendu compte
Après, parce que, mine de rien, ça fait des années qu'on existe. Et au fil de toutes ces années, je pense qu'on a tout vécu. On a eu les gilets jaunes, on a eu la crise Covid, on a eu les attentats, on a eu les inondations, on s'en souvient plus, mais il y a eu les inondations à Paris. Et en fait, si il n'y avait pas ces fameuses marges de manœuvre, mais combien de fois on aurait mis la clé sous la porte ? Enfin, et ça peut paraître totalement inefficient d'avoir cette trésorerie, parce que moi j'aime bien avoir mon matelas de sécurité sur chaque resto, etc. Ça peut paraître totalement inefficient parce que avec cet argent-là, je pourrais ouvrir un Xème resto. Mais encore une fois, je reviens à l'idée que la vie elle est trop courte pour mal dormir la nuit. Et donc, je préfère avoir un resto de moins et être sûr de pouvoir parer à toute éventualité que l'inverse. Et puis aussi, souvent je dis ça aux équipes, il y a un côté où je veux pas qu'on se mette la rate au courbillon. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie différence entre faire quelque chose d'ambitieux, dont on est fier, et je pense qu'aujourd'hui les équipes sont super fières de ce qu'on a créé avec PNY. Ça fait des années qu'on existe, on a toujours la queue devant les restaurants. Okay. Tout ça fait que on se rend bien compte qu'on fait quelque chose de bien. Et pour autant, en interne, on se dit que à telle heure on arrête, on coupe les téléphones, moi je prône, alors j'y arrive pas à convaincre tout le monde, mais pour qu'il n'y ait pas de notification, vraiment les vacances on coupe, vraiment tous ces trucs-là, ça a l'air de rien, mais je pense que très tôt on a intégré l'idée qu'une entreprise c'est plus un marathon qu'un sprint. D'accord. Et donc un marathon, ça... C'est sur du long terme. Bah oui. Ouais. Et donc, faut se ménager pour tenir aussi longtemps en ayant toujours autant la flamme. Ok, c'est intéressant. Et du coup, finalement, est-ce que on n'est pas en fait dans une notion finalement de prudence ? Est-ce que se dire ne pas aller vers la performance à tout prix, c'est de la prudence, hein, c'est gérer peut-être un bon père de famille. Je ne sais pas si c'est des termes qu'on peut employer. Alors, on peut les employer, mais ça sert plutôt les détracteurs que les promoteurs. D'accord. Oui, okay. Parce que c'est un côté négatif, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un côté frileux. Ouais. En fait... Oui, voilà, est-ce qu'on n'est pas finalement dans cette prudence ? Alors, on y va... Moi, le mot que j'emploie plutôt, c'est le mot de bon sens. Je trouve que régulièrement, je repense à mes grands-parents qui habitaient à la campagne, etc. Et je suis sûre que si j'avais parlé de tout ça et fait lire mon livre à mon grand-père, il m'aurait dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tout ça, c'est que du bon sens. » C'est que du bon sens. Donc, en fait... Je crois que quand on le présente comme ça, par défaut, on se dit oui, du coup, le mauvais sens, c'était quelque part le sens précédent. Et j'ai envie de dire, l'état de la planète démontre quand même qu'on n'a pas complètement tort. Puisque aujourd'hui, quand même, notre enjeu, c'est de préserver les conditions d'habitabilité de notre planète. Hein. Parce que là, on parle de nos petites entreprises, mais le sens plus grand de tout ça, c'est notre première mission aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est de contribuer à maintenir l'habitabilité de la planète. Graphie, en démultipliant pas les restos dans tous les coins qui vont potentiellement utiliser des matériaux qui sont délétères, etc., ou exploiter de la matière première humaine, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça que beaucoup de restaurateurs utilisent les hommes et les femmes, eh bien, elle contribue à sa manière à préserver l'habitabilité. Par rapport à cette notion-là aussi, il m'est arrivé de devoir répondre à des objections liées à l'innovation. Ça rejoint ton propos. En me disant, mais du coup, en fait, quand tu vises la stabilité à court terme et la viabilité à long terme dans les fluctuations, qui est la définition de la robustesse, finalement, tu t'empêches d'innover parce que c'est tellement important pour toi d'être stable que justement, t'es frileux. Et je dis, mais non, en fait, l'innovation dans le monde de la performance est stimulée par la compétition. Et ça, le monde du vivant nous le démontre. Hein. Il n'y a pas que nous, êtres humains, qui nous bouffons la tronche en abondance. Les animaux, c'est pareil. On leur met beaucoup de ressources, ils se font la guerre. Il n'y a pas que nous. Sauf que quand les ressources se raréfient, eh bien, l'innovation, elle est stimulée par autre chose.
par la raréfaction, donc par la coopération. Donc, en fait, on n'innove juste pas pareil. Et donc, on n'envisage pas la gouvernance d'entreprise de la même façon. Donc, considérons ça. Considérons simplement que le monde dans lequel on vit ne nous invite plus à d'abord nous faire la compétition. Si on continue à se faire la compétition, ben oui, on considère que c'est de l'excès de prudence d'être robuste. Sauf que c'est faire fi de l'état réel du monde économique, et pas qu'économique. Donc, dans le monde de la coopération, peut-être que Graphi, demain, pour résoudre un problème qui lui est intrinsèque, elle se dira, mais en fait, j'arrête pas de répondre à ce problème, mais il revient tout le temps. On sait rien, les inondations, par exemple. On va prendre cet exemple. Peut-être que je vais avoir une autre approche et me dire, tiens, pensée systémique, qui est au cœur de la pensée robuste, comment je fais pour que le problème n'arrive plus ? Peut-être que là, il faut que j'arrête de réfléchir toute seule. Donc, je vais réfléchir avec les autres gens qui sont concernés par les inondations. Et peut-être que là, elle va petit à petit transformer son modèle économique en répondant à la base à un problème qui n'est pas lié. Qui n'était pas lié à l'activité. Parce que la coopération va l'inviter à aller voir d'autres gens, d'autres modèles, d'autres besoins et d'innover dans la coopération. Ouais, oui. Et justement, je crois que tu as un super exemple de coopération Graphi à nous partager qui peut être... qui fait tout son sens avec les propos d'Isabelle. C'est pour le coup totalement sur le modèle du CJD. Je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir le même système de commission, mais au sein de mon secteur qui est la restauration. Donc, avec des copains, on a créé une espèce de réunion mensuelle avec d'autres restaurateurs qui partagent un peu les mêmes valeurs et on fait du codev, quoi. On se réunit. Du co-développement. Voilà. Et en fait, l'idée m'est venue en me disant que au lieu d'essayer de résoudre chacun dans notre coin les mêmes problèmes, mettons-nous ensemble pour les résoudre ensemble. Alors, c'est marrant parce qu'au début, les gens, ils étaient là, c'est chelou. Oui, parce que vous êtes concurrents, en fait. Et en fait, je pense qu'on n'est pas si concurrents que ça parce que déjà, on est dans un pays où il y a la place pour tout le monde et je trouve que ça permet de faire avancer le secteur dans son ensemble. Et en ça, je trouve que c'est hyper vertueux du coup. Voilà. Ouais, c'est super inspirant. Non, mais c'est super inspirant. Ça illustre tes propos complètement. Ah, mais complètement. Tu vois, tu fais un pas de recul. Évidemment, tu as en face de toi des gens qui te disent, mais du coup, pourquoi Et puis finalement, hop, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Oui. Et en fait, la réalité, comme tu dis, c'est qu'en France, le client n'est pas captif. C'est un mythe, cette histoire de client captif. Le client, il est captif de rien. Donc, en réalité, ça aide au contraire chacun à trouver sa singularité. Et moi, c'est ce que je trouve assez intéressant aussi dans cette approche participative. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle larobustesse.org, dans lequel nous nous engageons tous et toutes à mettre à disposition les contenus qu'on développe en Creative Commons. Ok. Ce qui signifie que moi, quand je développe un atelier, par exemple, de cartographie relationnelle, l'atelier, je le dépose. Et en fait, on peut venir le récupérer, on peut venir l'alimenter. Quoi. Voilà. J'ai développé tout un guide, d'ailleurs, que j'ai donné aux responsables planète du CJD pour qu'ils puissent eux-mêmes animer une plénière avec une introduction à la robustesse, ensuite le jeu autour des fluctuations, des leviers, etc. Et en fait, à chaque fois, on me dit, mais... là, tu es en train de donner ta valeur. Moi, je dis, mais non, parce qu'en fait, ma valeur, ça m'oblige à aller la chercher dans qui je suis moi, pas dans ce que je produis. Oui, et exactement. Donc, ce qu'elle fait, Graphi, c'est pas autre chose. C'est que du coup, sa valeur en tant que PNY, elle va la chercher dans ce qu'elle est, elle. Et chacun est invité à faire la même chose, mais en ayant partagé. Ça rejoint cette notion de donner l'exemple que... tu évoquais tout à l'heure. Tout à fait. Okay. Donc, il y a vraiment ça. Le monde de la robustesse, c'est aussi un monde dans lequel on fait de l'open source, mais au service de tout le monde, y compris de soi. C'est si tu grandis, je grandis. Ouais, ok. Ouais. Et puis ça nous challenge aussi, comme tu le disais, sur nous personnellement, qu'est-ce qu'on donne en plus, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait notre singularité. Et tu vois, là, c'est pas prudent, d'une certaine manière. Ah oui. Mais en fait, c'est généreux. Oui. Tu parles plus de prudence. Exactement. Tu parles de générosité. Voilà. Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup ce mot.
On avance dans cette notion de robustesse et je voulais parler de la lenteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, la lenteur, je sais qu'Isabelle, t'as travaillé avec Olivier Amand ou voilà, tu t'es inspiré de tout ça. Lui, il s'inspire de la robustesse du vivant et il parle notamment de valoriser la lenteur, voire l'inefficacité. Et donc, du coup, pour le monde de l'entreprise, j'aimerais qu'on puisse creuser de savoir ce que ça veut dire concrètement, en fait. Laisser le temps de l'émergence. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de fondamentaux de robustesse, la lenteur n'est pas possible. Parce qu'on vit dans le monde dans lequel on est, quand même. Il est en train de bifurquer, mais la vitesse reste un des facteurs clés de survie de la plupart des entreprises. Exactement, on est tout le temps en train de courir après le temps. Et tout ce qu'on veut faire, on veut le faire pour la veille. Alors, donc, ce qu'on peut faire, c'est résister aux injonctions. Ça, on peut le faire. Parce qu'en fait, on ne voit pas toujours ce qui se joue derrière les soi-disant économies de temps qu'on fait. Je vais prendre un exemple. Il y a dans une industrie un chef d'entreprise qui pense bien faire et qui en fait met en place des systèmes qui vont transporter les charges lourdes à la place des ouvriers. Ok. En se disant, en fait, je vais gagner du temps, ils vont plus se déplacer, puis en plus, ils vont moins avoir mal au dos, etc. Sauf qu'en fait, il n'avait pas vu que quand les ouvriers se déplaçaient ensemble, ils faisaient quelque chose ensemble en portant les charges lourdes. Et que c'était un moment où, en fait, il y avait de l'échange, on sortait de la machine et du travail programmé, posté, comme on dit, et puis il y avait un moment, là. Et résultat, il a tué une part du vivant. Je dirais qu'aujourd'hui, et c'est Hartmut Rosa qui en parle très bien sur le thème de l'accélération, c'est une illusion en fait. À chaque fois qu'on gagne du temps, les systèmes nous invitent à gagner du temps pour mieux l'utiliser ailleurs et à leur profit. Et donc c'est résister au fait de venir combler le temps. Le plus important. Je dirais que c'est ça la première démarche. Ouais. Mais comment on fait ? Parce que là, ce dirigeant ou cette dirigeante, il a voulu bien faire. Non ? Oui, il y a quand même deux intentions. Il y a quand même une intention qui est, pendant qu'il n'est pas en train de transporter, il est en train de produire. Oui, bien sûr. Mais comment, même si on a une intention hyper vertueuse, comment on peut voir ce qui ne va plus exister alors qu'on ne l'avait pas ? On commence par écouter les gens. Ok. On commence par écouter les gens. Il y a une entreprise qui a fait la une la semaine dernière, je crois, en Normandie, parce que elle avait décidé de passer tout son parc automobile, ils ont beaucoup de VRP, en électrique, en se disant ça va faire bien sur le bilan carbone. Et en fait, quand les voitures sont arrivées, ils ont eu une levée de bouclier de la part de tous les VRP parce qu'en fait, ils l'ont fait sans leur demander. Résultat, eux, ils ont pas l'équipement. Voilà. Ils sont pas toujours à la fameuse distance qui fait que c'est pas à eux de payer le raccordement, etc., etc. Et puis certains avaient besoin d'une autonomie plus grande. Enfin, on n'écoute pas les gens. Donc, commencez par aller les écouter et préserver des temps d'échange. Ouais. Et on vit dans un monde dans lequel l'IA nous fait miroiter qu'elle va faire mieux que nous tout un tas de tâches qui s'automatisent et autres. Mais plus on a d'inhumains, plus on a besoin d'humains. Donc, c'est pas évident de retrouver cette lenteur, c'est sûr. Et c'est évident que ça fait longtemps que l'espèce humaine n'a plus d'hiver. Moi, j'aime bien prendre cette expression. La nature a un hiver. Quoi qu'il se passe, la nature a un hiver. Enfin, je sais pas si vous jardinez, moi je jardine. Eh ben, c'est une leçon d'humilité à chaque fois quand même, hein. Parce que vous avez beau lui dire « pousse !» pousse, ça va pas plus vite. Ça marche pas, hein. Moi, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Donc, ce qui peut être fait, c'est petit à petit dégager du temps humain. Accepter que ce temps-là, il produit quelque chose qui se retrouve pas dans les comptes. Mais typiquement, Opération Milliard vient de sortir son rapport dans lequel l'Opération Milliard propose une mesure de la valeur sociale. Ok. Un truc hyper innovant. Je l'ai lu ce matin, le rapport, il est passionnant. C'est tout ça. Aujourd'hui, on n'accorde de valeur qu'aux choses qu'on sait mesurer en argent sonnant et trébuchant. Moi, quand je fais des diagnostics de déjà robuste, j'oblige les dirigeants et les équipes à valoriser en argent sonnant et trébuchant le temps qu'elles accordent. Le temps de formation, le temps informel, le temps. Et aller se dire, OK, maintenant, on fait quoi avec ça ?
Ok, ouais, ça c'était ma question, de me dire, ok, on valorise la lenteur, mais dans le monde où on vit qu'avec des indicateurs, on a besoin de mesurer des choses en fait, et donc là ça éclaire, mesurer le temps passé qu'on peut transformer en temps monnaie en fait. Si on a besoin de se le représenter, oui. Voilà, ouais, parce que c'est difficile de passer d'un monde à l'autre. Voilà, j'imagine. Peut-être que tu peux nous dire dans ton entreprise comment ça se passe à ce niveau-là ? Oui, alors c'est marrant parce que moi j'ai un espèce de laïus que je raconte à chaque fois qu'on refait le monde avec des copains, c'est que on s'est laissé embrigader dans cette espèce d'accélération infinie du monde, et je pense que c'est parce que on a adopté un rêve qui n'est pas le nôtre, qui est ce fameux rêve américain qui est porté par je produis toujours plus pour consommer toujours plus et cette espèce de truc infini, alors que je pense que nous, Français, historiquement, biologiquement, enfin tout ça, je pense qu'on maîtrise le temps plutôt en le prenant. Je pense que tout ce qui se valorise en France, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que des choses qui prennent du temps, genre le pain, il a besoin de temps pour pousser, alors évidemment je suis restauratrice donc j'ai des exemples, le fromage il doit s'affiner, le vin pareil, enfin c'est vraiment tout ce dont on est fier. Eh bien, c'est que des choses où on prend le temps. L'autre jour, j'ai rencontré un monsieur qui était en train d'assembler un cognac qui ne serait bon que dans 120 ans. Enfin, c'est des trucs... Enfin, je pense que pour un Américain, qui est plutôt un peuple, je dirais, pionnier, etc., c'est incompréhensible. Ouais, alors, là, on n'est pas dans le temps long. Ah oui, non. On est dans le temps long, justement. Alors que nous, Français... Je sais pas si c'est parce qu'on a une histoire plus longue ou quoi, mais c'est complètement ancré chez nous, ce côté prendre le temps long, ces repas à rallonge. Souvent, les gens, quand ils se moquent un peu des Français sur le fait qu'on travaille pas, qu'on a tout le temps en vacances, etc. Des fois, je me demande si c'est pas, au final, est-ce qu'ils nous envient pas un peu, quoi, parce que... Voilà. Et du coup, ça me fait penser parce que toi, tu fais des burgers. Le burger, c'est assimilé forcément au fast-food, donc à quelque chose qui est lié à la rapidité, à l'immédiateté. Et bien justement, voilà. Nous, d'ailleurs, PNY, c'est pour Paris-New York, et ça vient de l'idée on a voulu prendre vraiment genre le roi de la junk food, donc vraiment le burger, et le mettre à la sauce française. Donc tout se fait hyper lentement. Donc notre fromage le moins affiné, il est quand même affiné 9 mois, ce qui est une éternité pour les US. Et pareil, les bêtes, on leur laisse le temps de grandir. Et donc ça aussi, c'est assez antinomique avec le fait de croître hyper vite, parce que le cheptel suivrait pas. Donc on travaille, on est direct producteur et on travaille main dans la main avec le producteur pour que quand on ouvre un restaurant, quand lui, ces bêtes ont suffisamment grandi, etc., pour pouvoir répondre à la demande. Et donc ce côté où tu laisses le temps au temps, c'est ce qui permet d'avoir des bonnes choses dans l'assiette, mais aussi, par exemple, le client qui vient manger sur place, on ne le presse jamais. Par exemple, dans les fast-food, on design les chaises, les tables, etc., à la hauteur, etc., qu'il faut pour que, au bout de 35 minutes, t'as mal, il faut que tu te lèves, il faut que tu t'en ailles, quoi. D'accord. Ah ouais, je savais pas ça. Alors que nous, on fait des banquettes en cuir. Enfin, vraiment, les gens, ils restent 2 heures et c'est très bien. Enfin, et enfin, côté staff, pareil, il y a vraiment ce côté où certains diront qu'on est surstaffé, mais moi, je pense que c'est ce qui rend le travail agréable et c'est ce qui fait que, nous, les gens, ils sont là depuis 10 ans. Enfin, c'est... Ok, peu de turnover. Ouais, du coup. Ouais. Ok. Et juste pour revenir à ma question, du coup, est-ce que vous suivez des indicateurs de performance de vos équipes? De la lenteur, performance de la lenteur. Ouais, la performance de la lenteur, c'est ça. On a les indicateurs classiques parce que
on ne peut pas non plus faire fi du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire ça va être chiffre d'affaires, food cost, RH cost, EBITDA. Ok. Ça, on suit. Mais on les suit d'une façon un peu différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre le food cost pour le réduire le plus possible. Nous, on a calé un food cost avec lequel on arrive à être viable, qui est 25%. Et donc, en fait, si on arrive, pour je ne sais quelle raison, à être à moins, la règle dans la boîte, c'est de le rendre au client. Donc, par exemple, je me rappelle au tout départ, quand on a lancé Pieds Noir, on n'avait pas les moyens d'avoir des œufs bio. Et puis, à un moment, on a réussi à les mettre. Et puis, c'est toujours comme ça. C'est toujours, dès qu'on arrive à avoir de la marge de manœuvre, on la rend au client de façon à garder toujours 25%. Même si on pourrait faire moins, quoi. Ok. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que tu donnes à voir là aussi, c'est que la conscience de ces valeurs, elle t'amène à être capable de mettre vraiment en récit. Et donc, finalement, on parle vraiment de culture, en fait. Il y a une vraie culture PNY qui se déploie. Il y a de la confiance parce que, comme tu dis, vous vous êtes fixé une règle et donc il y a une conformité entre les paroles et les actes et hop, vous rendez effectivement au client. Et en fait, le client sait pourquoi il vient. Et tu parlais des Américains. Moi, j'ai des amis qui sont canadiens, qui viennent maintenant depuis quelques années en France. Et la dernière fois qu'ils sont venus, alors, je les ai accueillis chez moi dans le Périgord, dans lequel... la valeur... prendre son temps. Prendre son temps, bien manger, bien boire. Voilà, ça coule dans mes veines. Et à un moment donné, ils m'ont dit, en fait, ça fait 5 fois qu'on vient. Et là, maintenant, on est mal quand on va dans un restaurant chez nous. Parce que on a compris ce que vous faites, vous. On a compris qu'en fait, c'est pas la quantité qui compte. Et en fait, c'est là l'écart culturel. En tout cas, sur l'alimentation, de ce qu'ils m'ont expliqué. On dit chez nous, en fait, le truc qui vaut la peine, c'est plus t'en as dans l'assiette, mieux c'est. Et à la limite, c'est pas grave, la qualité de ce que t'as dedans. On comprend bien que vous, votre sujet, c'est pas ça. C'est toute l'expérience que vous vivez. Et donc, vous y mettez le prix qui va derrière. Et donc, moi, je crois que notre culture française, elle est capable d'être un vrai exemple pour pousser cette notion de robustesse en dehors des frontières. Justement parce qu'on a ces assets qui sont déjà là. Ouais, vraiment, je crois qu'il y a de ça. D'expérience qui est dans notre culture. Voilà. En fait. Et c'est pour ça que, en fait, on se sent hyper mal quand on vient à la montre nous dire « t'as pris 5 minutes de plus pour déjeuner ». Parce que ça nous correspond pas. C'est pour ça qu'on peut pas démarrer une réunion sans parler du temps qu'il fait et demander des nouvelles des enfants. Parce que c'est comme ça, c'est notre façon de vivre. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on a de l'humanité et c'est ce qui fait qu'on est en relation. Et au cœur de la robustesse, il y a ça. C'est passer, moi je dis toujours, c'est passer de l'abondance de biens à l'abondance de liens. De liens, ouais. Vraiment. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on commence sur le small talk et de son importance pour créer du lien, justement. Ouais. Mais c'est ça. Franchement, c'est un des tests les plus forts avec des dirigeants de dire la dernière fois qu'il vous est arrivé une grosse fluctuation, sur qui vous avez pu compter. Et inversement, la dernière fois que quelqu'un a pu compter sur vous. Et là, souvent, il y a des gros blancs quand même. Donc, il ne faut pas se leurrer. Dans le monde qui est le nôtre, les fluctuations, on ne sait pas d'où elles viennent. Et quand elles arrivent, elles font forcément très mal. Mais qui on aura autour de nous pour nous aider, pour nous soutenir à ce moment-là? C'est ça la question. Et c'est à ce moment-là qu'on mesurera la richesse et la puissance de relations qu'on aura entretenues depuis très longtemps, sans y mettre une intention marchande. La semaine dernière, j'ai rencontré une dirigeante qui est installée dans le Perche. Elle a repris l'entreprise de sa maman. Et elle me dit, je dédie 1 jour par semaine à aller dans des collèges, auprès des institutions. Elle fait de la chimie. D'accord. Donc, elle dit clairement, une entreprise de chimie, c'est jamais très bien vu. Enfin, on a les Céveso, etc. Et en fait, tout ce qu'elle donne à voir a fait qu'il y a un niveau d'acceptabilité qui est hyper haut, que ses collaborateurs sont très fidèles, qu'elle les fait monter en compétences, qu'elle arrive à avoir des jeunes qui demandent à venir faire des stages chez elle alors qu'elle est au fin fond du Perche. Okay. Et en fait, tout ça, c'est du soin, du temps qui n'est pas intentionnellement marchand. Ouais, et du lien. Et du lien. Du lien. Du lien. Exactement. Créer ce lien à partir du moment qu'on rencontre les gens, qu'il se passe une connexion.
Et ça se retrouve pas dans un bilan. Il y a une des entreprises que je cite dans mon livre qui est Rivalen, c'est un groupe, et Tristan De Witt qui dirige, donc lui, il constitue son groupe en rachetant des entreprises. Et il me disait, en fait, je prends conscience, donc c'était dans notre échange, il a pris conscience que, en fait, il ne rachète jamais d'entreprises qui n'ont pas un ancrage territorial super fort et des liens qui sont déjà très forts. Et en fait, pourquoi ? Parce que il n'y a pas une ligne là-dessus dans un compte de résultats, mais à construire, ça coûte extrêmement cher parce que ça se construit dans le temps. Donc, je crois que c'est à ça qu'on doit revenir aujourd'hui. Ok. Pour terminer, on avait une petite intervention de Maxime qui parle, lui, de croissance. Alors, je vais le lancer. Donc, je suis Maxime, audioprothésiste au Mans. Je suis à mon compte depuis 2022. Le marché de l'audioprothésiste, aujourd'hui, on est à peu près 5000 audioprothésistes. On est de plus en plus, ça augmente. Ça génère pour moi, selon moi, une mauvaise concurrence. En effet, en 2012, par exemple, on n'était que 2300 audioprothésistes. Le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes sur le marché pour l'emploi, ça va générer nos pairs nous annoncent que ça va générer du chômage dans cette profession, alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Croître ou durer, là on a, pour moi, selon moi, on croît beaucoup trop vite et c'est pas structuré. Donc là, il parle pas de son entreprise, mais du secteur. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Maxime ? C'est un secteur qui a cru dans un cadre de pensée qui est celui de la performance sur la base de l'effet d'aubaine. Voilà. Lui, il fait partie des gens qui sont arrivés en premier, donc forcément, ça lui déplaît parce que plus il y a de concurrence, plus les prix baissent. Et moi, j'aurais tendance à dire, c'est l'opportunité vraiment d'aller voir au-delà de l'équipement auditif qu'il fournit à ses clients, qu'est-ce qui leur amène de plus ? Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent ? C'est quoi ? L'économie de demain, c'est une économie du service, de la fonctionnalité. C'est pas une économie dans laquelle on va consommer de la prothèse auditive. Donc, c'est le moment pour lui de se réinventer et de considérer le sens de son métier au-delà de la fourniture d'un produit. Ok, extrêmement clair. Maxime, si tu nous écoutes. On arrive au terme de cet échange. Si vous aviez chacune une chose à retenir et un conseil, qui serait un conseil à donner à un dirigeant qui nous écoute. Graphie, tu veux commencer ? Voilà, à retenir de là et de le transformer en conseil, c'est ambitieux. Tout ça là, c'est de la robustesse. Non, ou quelque chose qui est hyper important pour toi, un conseil à donner à un dirigeant qui voudrait se lancer là dans un chemin vers la robustesse. Non, je réfléchis. Ou je laisse la main, si Isabelle, si tu as un conseil. Moi, ce que j'ai envie d'inviter, c'est une phrase que prononce souvent Olivier Amand, qui est de dire « La robustesse, c'est avant tout questionner la question, questionner la question, questionner la question ». On est formaté au principe de la performance. Donc, souvent, quand on se pose la question de ce qui nous pose problème ou de comment je vais à la robustesse, en vrai, c'est pas la bonne question qu'on se pose. Et donc, avoir l'humilité de se dire « Je vais aller passer le temps, la lenteur nécessaire, jusqu'à ce que je trouve la vraie question que je me pose », ça, c'est nouveau, mais c'est central. Et je crois que Graphie, elle s'est posée la vraie question. Et sa vraie question, c'est de quoi je veux être fière et comment est-ce que ça se traduit concrètement dans ce que moi, je fais, dans mon œuvre au monde. Voilà. Et forcément, tous ses collaborateurs sont porteurs des mêmes valeurs. Et donc, c'est comme ça qu'on démultiplie les effets. Et du coup, ça m'a permis de décanter. Je reprendrai ce que tu as dit à un moment sur le fait de toujours se demander pourquoi je me suis lancée là-dedans. Et je trouve qu'à un moment, on avait perdu de vue cette boussole, en fait. Au final, c'est une boussole. Et on s'est vraiment rappelé que nous, on a monté PNY pour faire les meilleurs burgers possibles, bien accueillir les clients, une vraie expérience d'amoureux de l'hospitalité. Et que en grossissant trop vite, on n'avait pas le temps
de former tout le monde à offrir le même niveau de service auquel on voulait que nos clients soient habitués, quoi. Donc, se reposer la question toujours, pourquoi je fais ça. Et ça reboucle avec ce que tu disais au tout début sur sa raison d'être, revenir à sa raison d'être. Revenir à sa raison d'être et à ce qu'on a envie de transmettre. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Graphie. Comment est-ce qu'on peut suivre tes aventures ? Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux ? Alors, moi, je suis sur LinkedIn. Ok. Et puis après, PNY sur Instagram. Ok, très bien. Isabelle, est-ce que tu aurais un conseil, une ressource à nous recommander ? Clairement, pour ceux qui veulent découvrir la robustesse, allez sur larobustesse.org. Naviguez, allez voir, découvrir les principes du vivant, les outils qui sont disponibles, etc. Et puis après, soyez cool, quoi. Vous faites déjà plein de choses bien. C'est simplement, il faut changer de paire de lunettes pour aller les regarder autrement. Regardez différemment. Et puis après, www.academiedelarobustesse.com.fr. Voilà. Exactement. Et bien sûr, il y a ton livre, La robustesse des PME familiales. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis jusqu'au bout. Donc finalement, croître ou durer, la réponse, elle est plus dans un état d'esprit. J'aime bien cette idée de changer sa paire de lunettes pour regarder différemment ce qu'on fait déjà de bien et de se dire où on en est dans le chemin et continuer à avancer. Merci à toutes et on se retrouve prochainement dans Oser diriger autrement. Merci beaucoup.